Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Autour du plan. Autour du plan de ce soir, deux sujets d'actualité seront au menu. Nous allons parler d'abord de cette proposition de la modification de l'amendement de la loi électorale avec son auteur bien évidemment. Et puis en deuxième lieu, nous allons parler de ce processus de désignation du président ou des membres de la Commission électorale nationale indépendante jusque-là. Au-delà, en dépit de ce moratoire de 48 heures, un consensus n'a pas été dégagé entre les confessions religieuses. Nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui bloque ces 8 confessions religieuses? Mais avant tout, nous allons parler de cette proposition de loi modifiant la loi électorale de 2017. Nous sommes ici sur ce plateau avec son initiateur. Il s'agit bien de M. Faustin Kombe Makoko, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, M. Joël. Et bienvenue dans nos installations. Merci bien. Je le disais tantôt, vous êtes initiateur d'une proposition de l'amendement de la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi de 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. Donc, en bref, votre proposition veut modifier la loi électorale. Dites-nous en quelques lignes, brossez-nous en quelques lignes l'économie de votre proposition de loi. Merci pour cette question, M. Joël. Ma proposition d'amendement de la loi, plus précisément en son article 76 bis, fait suite à l'évaluation qui a été faite sur le dernier processus électoral. Nous savons tous que jusque-là, notre pays a organisé, du moins dans notre histoire récente, 3 processus électoraux. Et ces processus électoraux ont donné lieu à des contestations, à des contentieux électoraux que nous connaissons tous, des tristes mémoires, malheureusement. Et on a beaucoup perdu en qualité, tout comme en crédibilité. Il fallait faire des analyses pour pouvoir redresser la barre, c'est-à-dire rendre ces processus beaucoup plus crédibles. Et puisque nous ne pouvons pas aborder tous les aspects à la fois, notre attention a été focalisée sur l'article précité qui stipule que le juge électoral, bien sûr, a le pouvoir de procéder au recomptage de voix lorsque les désaccords persistent entre les protagonistes. Mais seulement cette disposition ne nous semble pas contraignante. On donne au juge ce pouvoir, il peut ou ne pas en faire usage. Et c'est comme ça que nous avions souhaité que cette disposition soit plus contraignante. Je rappelle rapidement, vous allez continuer l'article 76 de l'ancienne loi, la loi électorale de 2017. Je vais le lire à l'intention de tous nos téléspectateurs. Article 76. Le recomptage des voix relevant du pouvoir d'appréciation du juge est une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage. Cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge en présence du ministère public, de la Commission électorale nationale indépendante, des partis politiques, des regroupements politiques, des candidats indépendants ou de leurs mandataires. C'est ça l'article 76. Tout à fait, oui. Je vais m'arrêter sur 2 termes. Allez-y. D'abord, une mesure extraordinaire. Alors que ça devrait être une mesure ordinaire, c'est-à-dire chaque fois que le désaccord persiste, le juge a l'obligation de procéder au recomptage des voix pour pouvoir départager les protagonistes en vérité des faits. Donc ça ne devait pas être une mesure extraordinaire. Non, extraordinaire, c'est-à-dire qu'il peut ou ne pas en faire usage. Donc là, ça dépend de l'appréciation du juge. Ça dépend de son appréciation. Or, nous savons que le juge, c'est un homme, il peut aussi être motivé autrement. De deux,
je vais m'appesantir sur l'aspect épuiser toutes les vérifications d'usage. Mais parmi les vérifications d'usage, il y a le contrôle des dossiers. Vous savez comme moi que par le passé, lorsque le plaignant n'apporte pas ou n'apportait pas de preuves suffisantes pour étayer ses allégations, eh bien son dossier était réputé non recevable et même non fondé. Il était tout simplement rejeté. Or, nous savons tous que aucun parti politique, aucun regroupement politique, aucun candidat ne peut matériellement obtenir toutes les preuves des résultats les soirs de l'élection. Parce que c'est d'abord une journée sous tension, hein, tout le monde est agité, et c'est une journée fériée, on ne travaille pas, hein, les rideaux dans des boutiques ou des cybercafés sont fermés, tout à fait. On ne peut pas trouver une imprimante quelque part pour tirer des copies. Donc c'est difficile de réunir tous ces éléments de preuve pour pouvoir faire valoir ces allégations. Alors que la CENI dispose de tous ces documents-là. C'est pourquoi je considère que la CENI, contrairement à ce que les droits communs ont toujours demandé, c'est-à-dire que le plaignant puisse présenter des preuves, que la CENI qui en dispose puisse faire ce travail-là, d'où cette thèse, cette proposition d'inversion de la charge de la presse. Justement, Faustin Combé, vous êtes, je rappelle que vous êtes expert électoral. Dites-nous sur quoi porte votre amendement. Vous avez parlé de l'article 76, mais qu'est-ce que vous voulez ajouter ou modifier dans cet article 76? Je voudrais que la charge de la preuve soit renversée. Au lieu que le plaignant puisse apporter des preuves, si l'on a, tant mieux. Mais si l'on n'a pas, que la CENI puisse le faire, parce que la CENI dispose de tous ces documents. Donc, on ne peut pas comprendre que devant les juges, dans un tribunal, les preuves ne sont pas là, mais tout le monde sait que ces preuves se trouvent à la CENI, et on ne sait pas demander à la CENI de les présenter pour départager les protagonistes. Alors que l'objectif, c'est de rechercher la vérité des urnes. L'objectif est de rechercher la vérité des urnes. Vous voulez en quelque sorte que les preuves ne soient pas amenées par le plaignant. Comme on le dit en droit, la charge de la preuve incombe au plaignant. Mais vous voulez plutôt que la charge de la preuve puisse incomber à la Commission électorale nationale indépendante. C'est ça l'inversion de la charge de preuve. J'ai dit que dans les cas où le plaignant ne dispose pas de preuves suffisantes pour pouvoir faire valoir ses droits, la CENI a la responsabilité d'apporter ces preuves devant les tribunaux. C'est ça l'inversion de la charge de la preuve. Donc, le plaignant n'est pas tenu s'il n'a pas toutes les preuves, parce que ces documents se trouvent à la CENI. Donc on ne peut pas juger son dossier irrécévable ou non fondé. Il faudrait que le juge absolument faire recours à la CENI. Il faudrait que le juge puisse recevoir tous les dossiers et en cas de preuves insuffisantes, qu'on demande à la CENI d'apporter les documents qu'elle loge dans ces installations pour pouvoir départager les protagonistes. C'est un tout petit peu... Oui, allez-y. Oui, je voudrais dire que je pourrais prendre l'image, par exemple, d'un étudiant ou d'un élève qui vient de passer ses examens. Les copies sont corrigées. Mais qu'est-ce qu'on lui remet? C'est le bulletin. Et sur le bulletin, on a transcrit ou on a retranscrit ses notes, ses cotes. Mais si l'élève ou l'étudiant constate qu'il y a un décalage entre les notes transcrites sur le bulletin et celles qui se trouvent dans ses copies d'examen, il a l'obligation, il a le droit d'aller réclamer que ces copies lui soient présentées pour vérifier que ces résultats-là ne sont pas les siens. Donc c'est la même chose pour la CENI. La CENI dispose de tous les documents. Pourquoi elle ne peut pas les présenter devant les tribunaux lorsque les gens sont en conflit, en contentieux électoraux, quand bien même ils n'ont pas toutes les preuves suffisantes, puisque nous savons tous que matériellement, il est impossible
pour n'importe quel candidat, n'importe quel parti politique, de réunir toutes ces preuves-là le soir même de l'élection. Donc, dans l'exemple que vous avez donné, tout de suite pour expliciter votre proposition de loi, le candidat, c'est un tout petit peu comme un étudiant. Tout à fait, oui. Le professeur, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Exactement. Et le juré, le juge, comme on le dit souvent, Oui. c'est aussi le juge électoral. Exactement. Donc, si le candidat comme étudiant veut faire valoir qu'il a obtenu, S'il y a doute. s'il y a doute, il doit faire recours aux notes du Exactement. professeur Tout à fait. pour expliciter. On demande au professeur d'apporter les copies d'examen Donc, pour vérifier. Voilà. Et c'est la même chose que nous voudrions pour la CENI. Alors, quelle est aujourd'hui, c'est une proposition de loi que beaucoup d'experts électoraux vont également suivre, les autorités, ainsi de suite. Quelle est la pertinence de cette proposition aujourd'hui? Mais la pertinence de cette proposition, c'est quoi? Nous venons de dire que la loi organique, c'est la loi organique qui dit que les 3 derniers processus électoraux n'ont pas donné des résultats escomptés. Ça signifie qu'il faut travailler dans le sens de crédibiliser notre processus électoral. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette proposition dans le but de crédibiliser le processus électoral, de le rendre transparent. D'ailleurs, c'est ce que stipule même l'article 211 de notre Constitution. La mission de la CENI, c'est d'organiser des élections crédibles et transparentes. Donc, avec la modification de cet article 76, vous estimez que nous aurons les élections transparentes. Mais en quelque sorte, en droit, il est admis que la charge de la preuve incombe au plaignant. Mais pourquoi vous voulez en faire une exception aujourd'hui en contentieux électoral? Oui, mais quand vous parlez d'exception, même en droit, on dit que l'exception confirme la règle. L'exception, même en droit, cette exception-là existe, celle de l'inversion de la charge de la preuve. Ça existe même en droit commun. Et je vous enverrai même dans les domaines de l'environnement, Oui. dans les domaines de la santé, et presque dans tous les secteurs de la vie, cette exception-là existe, l'inversion de la charge de la preuve. Pourquoi? Il y a un certain nombre de principes qui le justifient. Et vous savez qu'en droit, les principes justifient les choix, les décisions qu'ils ont prises. Les principes viennent légitimer les principes. Je prends par exemple le principe de précaution. Oui. Vous savez, en matière de contentieux électoral, il y a toujours des risques, il y a des conséquences, il y a des dommages. Lorsque les résultats ne sont pas crédibles, tout peut arriver. Et dans ce pays, nous avons connu la guerre ici à Kinshasa. Dans ce pays, nous avons connu des candidats qui sont allés dans leur maison pour se proclamer président de la République. Donc, dans ce pays, nous avons connu des candidats qui ont été élus, mais non proclamés. Et tout cela... Il y a aussi des candidats qui n'ont pas été élus, mais proclamés. Qui ont été proclamés. Alors, avec tous les risques de l'explosion sociale, le juge a la responsabilité d'user du principe de précaution dans le sens d'anticiper les événements. Il ne faut pas attendre que les désordres sociaux arrivent pour commencer à chercher des solutions. Il faut travailler en amont. Il faut anticiper en prenant des actions qui peuvent déboucher sur la paix civile. Voilà pourquoi vous avez vous aussi anticipé. Tout à fait, tout à fait. C'est ça le principe de précaution. À côté de ce principe, il y a aussi le principe de subsidiarité. En matière électorale, c'est le partenariat. La CENI organise les élections, les candidats sont des partenaires, les autorités publiques, les citoyens, les confessions religieuses, ainsi de suite. Alors, lorsque un des partenaires est en défaut de preuve, la CENI a l'obligation de venir pallier, de venir corriger, de venir suppléer. C'est ça le principe de subsidiarité. On ne voit pas de raison pour laquelle la CENI doit croiser les bras et dire non, écoutez, ça ne me regarde pas, je viens seulement comme experte, j'ai mes documents à moi
débrouillez-vous pour présenter des preuves. Non, nous sommes en train de travailler ensemble pour que ces processus soient crédibles. C'est pas un tout petit peu comme c'était aux élections de 2018. Fayoulou nous dit qu'il a obtenu 62%. Il vient, on lui dit par le juge électoral, brandis-nous les preuves. Fayoulou n'avait pas de preuves à brandir. Il ne pouvait pas en avoir. Alors, parce qu'il n'avait pas de preuves, à ce moment-là, oui, selon votre proposition, c'est la commission électorale nationale indépendante qui était dans l'obligation de venir avec des preuves. D'apporter toutes les fiches des résultats pour qu'on puisse procéder au récomptage. Donc il ne fallait pas demander à Fayoulou, si votre proposition était bien avant, on ne pouvait pas demander à Fayoulou d'apporter des preuves. Le juge ne peut pas se réfugier derrière l'insuffisance de preuves pour dire, écoutez, vous avez tort parce que vous n'avez pas apporté de preuves. Non, nous sommes dans un domaine spécifique. Nous sommes en matière électorale, dans un contexte particulier, où nous recherchons tous la vérité des faits. Alors, la CENI a tout intérêt à apporter les documents qu'elle garde chez elle. La CENI a intérêt à apporter toutes les preuves. Ça, c'est la proposition d'un expert électoral. Il veut amender l'article 76 de l'actuelle loi électorale. Et je pense bien que les députés, pendant peut-être la session de mars ou la session de septembre plutôt, ou d'autres sessions, pourront tabler sur cette question de la loi électorale. Mais Faustin Combé, dans la loi de 2017, l'alinéa 2 de l'article 68 stipule qu'à la fin des opérations de dépouillement, 3 copies dûment signées de ces fiches des résultats sont remis aux témoins. Cette disposition n'évite-t-elle pas votre proposition d'amendement? Bien au contraire, M. Joël. Cette disposition qui consiste à remettre à la fin du dépouillement 3 copies seulement aux témoins présents. 3 copies, qu'est-ce que ça représente? 3 copies. Sachant qu'il y a plusieurs candidats. Face à des milliers de candidats et même à des centaines de témoins qui sont là. Quand vous remettez 3 copies. Et je vous ai dit ici que ces jours-là, les cybercafés ne fonctionnent pas. C'est difficile d'aller quelque part pour tirer des copies. Les 3 copies sont insuffisantes. Je crois que cette disposition peut être améliorée. Comment ça peut être amélioré? Dans le sens d'augmenter le nombre de copies et en tenant compte des acteurs qui peuvent contribuer à travailler dans le sens de la transparence des résultats des élections. J'ai dit par exemple les représentants des regroupements politiques. Si tous les représentants sont là, chacun peut disposer d'une copie pour en avoir comme preuve. Les représentants des confessions religieuses aussi peuvent avoir ces copies-là pour en avoir comme preuve. Et vous-même, les hommes et mesdames, messieurs de médias, vous devriez aussi obtenir ces copies-là pour que les soirs même, vous puissiez les diffuser, non seulement à travers les médias, mais même à travers les réseaux sociaux. Il y a risque que chacun puisse donner ses résultats alors que l'organe habilité à présenter les résultats, c'est la CENI. C'est la CENI qui a la responsabilité de proclamer les résultats. Mais les citoyens ont le devoir de suivre ce qui se passe. Ils ont le devoir de travailler avec la CENI pour veiller à ce que les résultats soient transparents. Mais chacun peut manigancer les résultats de sa manière, selon sa tendance. Le tribunal ne va pas accepter que les résultats soient proclamés par 2 individus, mais au moins, ça peut influencer positivement sur la transparence des résultats, parce que tout le monde est en train de suivre l'évolution. Comme ça se fait ailleurs en France, aux États-Unis. Une fois que dans ce bureau de vote, tout est fini, on publie directement. On publie directement et tout le monde sait, chaque candidat sait que voilà, dans tel sens de vote, j'ai obtenu autant de voix. Et ça, c'est déjà quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif, plutôt, cette amélioration de l'article 68, comme vous l'avez si bien proposé, ne risque-t-elle pas de faire le deuil de votre proposition de loi, parce que ça risque de vider votre proposition de toute sa substance? Donc ça ne peut pas vider ma proposition de toute sa substance, tout simplement parce que même si on remet des copies aux
regroupements politiques qui sont là, aux confessions religieuses, tout ça, les contentieux électoraux, on en aura toujours. Le plus important, c'est le principe. Le principe, c'est quoi? C'est que devant les tribunaux, en cas de contentieux électoraux, même s'il y a défaut ou insuffisance de preuves, ce n'est pas un motif pour que les juges puissent juger les dossiers non recevables ou non fondés. Il faudrait que la CENI puisse apporter des éléments de preuve dont elle dispose pour permettre aux juges de départager les protagonistes en vérité des faits. Vous savez qu'en droit, il y a une double finalité de jugement. Il y a la finalité immédiate. Le juge tranche qui a gagné, qui a perdu. Mais il y a aussi une finalité ultime, c'est-à-dire la paix civique. Lorsque le processus se fait dans la transparence, eh bien, c'est la paix civique. Mais est-ce que votre proposition ne va-t-elle pas entrer en contradiction avec... parce que sachant que la matière électorale est aussi une matière juridique, hein? Si vous proposez l'inversion de la preuve qui va à l'encontre du droit, croyez-vous que les hommes de droit vont vous accepter facilement? Non, je crois qu'il y a une certaine conception du droit que nous devons dépasser. Le droit, c'est une science. Une science, c'est un savoir. On a des connaissances. Mais on ne fait pas le droit seulement pour connaître les lois. Il faudrait que cette connaissance puisse apporter le progrès dans la société. C'est la raison pour laquelle le droit doit être interprété. Il ne suffit pas de lire une disposition et dire, comme on le fait souvent, que voilà, telle loi stipule ceci et c'est clair. Mais non. Qu'est-ce qui est clair? Un texte n'a jamais été clair. Il ne faut pas s'arrêter au premier sens, au sens littéral. Il faut creuser profondément. Il faut laisser le texte manifester son sens pour que ce sens puisse nous transformer. Donc, nous avons besoin que les juristes puissent dire le droit dans le sens de l'interpréter. C'est-à-dire laisser le texte manifester le sens qui est immanent en lui. Donc, moi, comme juriste, je ne viens pas me projeter, je ne fais pas ma projection des sens, mais je viens dégager les sens que les textes me livrent et pour que ce sens transforme ma connaissance. Faustin Combé, je dois rappeler ou informer à nos téléspectateurs, au-delà d'être expert électoral, vous êtes philosophe. Vous n'êtes pas de formation, vous n'êtes pas juriste de formation. Mais est-ce que vous faites appel à ces hommes de droit d'épouser, si je peux dire ainsi, votre proposition pour faire avancer les choses? Mais vous savez, actuellement, il n'y a pas une discipline qui travaille en solo. Nous sommes dans le contexte de l'interdisciplinarité. Exact. C'est-à-dire, comme philosophe, je travaille avec toutes les autres disciplines, et particulièrement avec les droits, avec l'environnement, avec la politique. Donc, nous sommes en train de travailler ensemble. Et puis, la science est en train d'évoluer. Oui. Même les méthodes d'interprétation sont en train d'évoluer. En droit, par exemple, on ne devrait plus faire appel à l'intention du législateur. L'intention, c'est quoi? C'est un projet que moi j'ai dans ma tête. Lorsque j'écris mon texte, je le mets à la disposition de tout le monde. Mais ce texte devient autonome vis-à-vis de moi. Comme son auteur, c'est aussi autonome vis-à-vis de celui qui vient le lire. Donc le texte a son autonomie, le texte a son sens. Donc il faut rechercher le sens dans les textes et non chez les législateurs ou ailleurs. Donc la philosophie, le droit, toutes ces disciplines sont en train de travailler ensemble. La philosophie a quelque chose à apporter au droit, tout comme le droit aussi a quelque chose à apporter à la philosophie. Faustin Combé, vous n'êtes pas député national. On sait que pour
que votre proposition soit amenée à l'Assemblée nationale, soit débattue à l'Assemblée nationale, ça doit être porté par un élu national. Vous n'êtes pas député national. Comment souhaitez-vous, comment proposez-vous convaincre les députés nationaux afin qu'ils puissent porter votre proposition de loi? Ou est-ce que vous avez déjà contacté certains députés qui peuvent endosser votre proposition? Oui, mais le travail que je fais ici, et que vous faites, c'est un travail de sensibilisation, de vulgarisation d'un projet. Nous sommes en contact avec les députés, bien sûr. C'est à eux d'endosser ce projet et de le matérialiser. Vous savez, dans cet hémicycle-là, nous avons vu des députés qui, pour être proclamés, ont passé des nuits entières devant la Cour constitutionnelle. Oui. Donc, ils doivent endosser ce projet pour que ce qui leur était arrivé hier n'arrive pas demain. Donc, c'est un appel lancé à tous les députés nationaux. Il y avait Chérubin Okende, aujourd'hui il est ministre, il a passé une nuit là-bas, il y en avait beaucoup. Tout à fait. Les Safou, tout Daniel ça. Safou a passé une nuit là-bas. En tout cas, ils sont légions. Si vous pouvez, non seulement ceux qui ont passé une nuit à la Cour constitutionnelle, même les autres, vous pouvez toujours vous manifester pour porter cette proposition d'amendement de la loi électorale. Je rappelle en bref, vous avez voulu inverser. Tout à fait. Je propose l'inversion de la charge de la preuve. Donc que ça ne soit plus le candidat. Pas nécessairement. Pas nécessairement. S'il n'a pas les preuves nécessaires, on peut toujours faire recours. La CENI doit venir suppléer. Obligatoirement. Il faut que la CENI soit contrainte. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est la proposition de Faustin Combé, qui est un expert électoral. J'espère que cette proposition va trouver en tout cas un preneur pour qu'il puisse l'apporter à l'Assemblée nationale. Nous espérons que ça aura un écho favorable parce que ça va aussi de l'intérêt de vous qui êtes élus, parce que ces contentieux électoraux vous arrivent régulièrement. Si vous portez cette proposition de loi, ça sera une très bonne chose. Faustin Combé, aujourd'hui, il y a également cette question de la désignation des membres de la CENI qui pose problème. En dépit de ce moratoire de 48 heures, les confessions religieuses ne sont pas parvenues à trouver un consensus sur un candidat président de la CENI. Vous, en tant qu'expert électoral, que vous inspire cette manière de faire des confessions religieuses? Bon, je vais vous surprendre peut-être, hein? Agréablement ou désagréablement? Agréablement, je crois. Cher Joël, je crois qu'en matière de négociation, de conflit, il faut y aller en toute responsabilité. Il faut éviter des raccourcis. Il faut éviter des clichés. Vous savez, nous attendons par-ci par-là des gens qui interviennent pour dire merde, qu'est-ce qu'ils font, ces chefs de confession religieuse, et qui devraient être des modèles, ils nous prouvent plutôt les contraires, que dire de politiciens, ainsi de suite. Moi, je crois que ce qui se passe là, c'est tout à fait normal dans toute situation conflictuelle et de négociation. Chaque camp, parce que nous avons des camps, chaque camp vient défendre une conception du bien. Donc deux camps, je rappelle, il y a d'une part les 6 confessions religieuses et d'autre part l'église catholique et l'église protestante. Tout à fait. Chaque camp vient défendre ce qu'il considère comme sa conception de bien. Pour les 6 confessions religieuses, leur bien, c'est la compétence. Donc les candidats doivent être compétents. Denis Kadimale, je ne sais pas. Je ne cite pas de nom ici. Alors, pour la CENCO et l'ECC, il n'y a pas que la compétence, il y a aussi l'intégrité morale. Donc, vous voyez la différence entre les deux camps. Alors, je crois que pour bien apprécier ces dossiers, il faudrait faire peut-être une sorte d'évaluation de l'action des chefs de confession religieuse.
Maintenant, ça fait 3 cycles électoraux. Ce sont les chefs de confession religieuse qui ont toujours désigné le président de la CENI. D'abord, c'était 7, maintenant c'est 6. C'était 7 contre la CENCO, et maintenant c'est 6 contre la CENCO et les CC. La CENI n'a pas de problème de compétence. Tous les présidents qui sont passés à la CENI sont compétents. Mais qui est plus compétent que la Maloma? Nanga, il est compétent. Ngoïboulunda a été compétent, ils ont été tous compétents. Mais quels sont les résultats de leur compétence? Je crois que quand nous faisons des analyses, nous ne devons pas sortir de ces contextes, de ces cadres-là. Nous devons faire une évaluation. Pourquoi tous les candidats qui ont été désignés nous ont toujours produit des résultats contestés? C'est ça le problème. Et c'est là où les chefs de confession religieuses eux-mêmes devraient réévaluer leur action. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou non? Alors, entre ceux qui ont désigné et pour des résultats que nous connaissons, et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas désigné, ceux qui ont contesté, où se trouve le moindre mal? Je crois que le moindre mal, c'est du côté de ceux qui n'ont pas désigné et qui continuent à contester. Donc, je pense que selon votre entendement, vous prônez beaucoup plus la probité morale que la compétence. Mais bien sûr, le problème de la compétence ne se pose pas à la CENI. À la CENI, nous avons des compétents. À partir du bureau jusqu'à l'administration. Les agents sont compétents et les cadres, ils travaillent très bien. Le problème de la CENI, c'est le problème des pesanteurs politiques. L'indépendance, la probité morale, la neutralité, c'est ça ces problèmes-là. Tant que nous n'allons pas résoudre ces problèmes-là, eh bien, ça sera un cycle de contentieux électoral qui revient. Un cycle de contentieux électoraux qui reviennent, mais comment est-ce que ces chefs de confession religieuse devaient s'y prendre? Moi, je crois que pour moi, la solution, c'est toujours dans les consensus. Entre eux. Les consensus, bon, il y en a qui réduisent ça à l'élection parce que j'ai attendu certaines personnes dire mais écoutez, le consensus, c'est la tendance majoritaire. Si on est majorité, eh bien, on a trouvé un accord. Non. Dans un consensus, la tendance majoritaire, c'est par rapport à la force de l'argumentation. Tel que je viens d'analyser la situation, les 6 chefs de confession religieuse, ce sont eux qui ont toujours fait le choix. Ce sont elles. Et nous connaissons les résultats. Moi, je crois que c'est à elles-mêmes de se remettre en question, de se dire, écoutez, cette fois, essayons de maximiser la minorité. C'est ce qu'on appelle en morale le maximi. Donc, vous maximisez le minimum. Donc, les sons minoritaires, essayons de les maximiser pour voir ce que cela va donner aussi. Parce que tant que l'Église catholique, l'Église protestante ne vont pas donner des candidats, pour que nous puissions aussi voir comment ces candidats travaillent, eh bien, ces églises vont toujours se considérer en position de force par rapport à celles qui ont décidé des candidats et qui ont produit des résultats que nous sommes en train de décrire tous. Faustin Combé, il y a une certaine opinion qui accuse l'Église catholique et l'Église protestante de travailler en connivence avec ou être soutenue par les États-Unis et la France en vue d'écarter le candidat Denis Kadima. Puisque vous ne voulez pas citer les noms, mais moi je cite quand même, il y a la France et les États-Unis, selon une certaine opinion, qui travaillent ensemble avec l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo pour mettre en écart Denis Kadima. Que répondrez-vous à cette opinion qui pense ainsi? Bon, je crois que je vais m'arrêter au niveau de principe. Le principe pour nous, et je crois que le principe pour tout le monde, c'est de trouver un candidat qui ne soit pas seulement compétent, mais
qui soit aussi moralement recommandable. Nous avons besoin de ces candidats-là. Il ne suffit pas de mettre quelqu'un tout simplement pour organiser des élections, mais il faut mettre quelqu'un qui va organiser des élections qui vont faire la différence par rapport aux cycles électoraux passés. Alors, si on est en train de travailler dans le sens de trouver un candidat qui a cette posture-là, je crois que pour moi, ce candidat sera la bienvenue. Ce candidat sera la bienvenue, mais d'une part, il y a les 6 confessions religieuses qui ont déposé leur procès verbal au bureau de l'Assemblée nationale pour amendement de leur candidat, sans l'Église catholique et l'Église protestante. Ces 2 confessions religieuses, à leur tour, sont allées saisir le chef de l'État pour chercher une médiation. Croyez-vous que cette démarche de l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo peut aboutir? Ou c'est une bonne ou une meilleure démarche? Non, je crois que la démarche est à encourager. Pourquoi? Parce que le président de la République, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Lorsque dans une institution, ça ne va pas, c'est tout à fait normal qu'on puisse recourir à un arbitre. Mais aller déposer des PV qui n'ont pas été signés par tout le monde, nous savons ce que ça a toujours donné. Je crois que ça ne nous fait pas beaucoup avancer. Il faut choisir la voie de la raison, la voie de l'inclusion. Je crois que le chef de l'État, avec toute sa sagesse, pourrait le réunir. Et pour moi, la première chose, c'est toujours l'évaluation. Ces confessions doivent évaluer leurs propres actions. Comment ils ont travaillé depuis le début des processus électoraux jusqu'à ces jours. Sans cette évaluation, c'est comme si on recommençait à zéro. Nous devons avoir la mémoire, de nous souvenir de tout ce qui s'est passé pour que nous puissions baliser l'avenir. Mais comment est-ce que le chef de l'État, au cas où il acceptait de faire une médiation, comment est-ce qu'il peut s'y prendre? C'est ce que je viens de dire. Le chef de l'État, pour moi, devrait commencer par leur demander de faire l'évaluation. Entre eux, d'accord. Entre eux. Mais cette évaluation, ils ont bénéficié de plusieurs moratoires de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas parvenus à trouver... Ils n'ont jamais fait l'évaluation de leur action. Des moratoires qui leur aient été donnés, c'était pour s'attendre sur un candidat. Ce n'était pas pour faire l'évaluation. Vous savez, il y a un philosophe, Socrate, qui dit « Toute vie qui n'est pas réexaminée, qui n'est pas réévaluée, n'est pas digne d'être vécue. » On ne peut pas occuper de grandes responsabilités sans s'arrêter pour dire « Écoutez, voyons un peu, qu'est-ce que nous avons déjà fait ?» Peut-être on va découvrir qu'il y a des promesses que nous avons tenues. Pardon, il y a des promesses que nous avions faites et que nous n'avons pas tenues. Exact. Parce que chaque fois qu'on désigne un président, on dit toujours que voilà, on aura des élections crédibles, transparentes et libres, je ne sais pas moi. Mais c'est toujours le contraire. Donc il faut faire une évaluation pour voir quelles sont les promesses qui n'ont pas été réalisées, quelles sont les ressources des sens qui n'ont pas été effectuées. Voilà, Faustin Combé, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. J'aimerais quand même que nous puissions parler d'un sujet qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais qui peut avoir des conséquences sur le plan électoral. Il s'agit bien de la proposition de loi de Noël Tchani qui veut verrouiller certains postes de souveraineté, la présidence de la République, entre autres, la primature, la présidence de l'Assemblée nationale et certains autres postes de souveraineté. Vous, en tant qu'expert électoral, comment avez-vous apprécié cette proposition de Noël Tchani? Est-elle une bonne proposition ou vous estimez qu'il y a une main noire derrière? D'abord, je voudrais commencer par dire que la meilleure façon de verrouiller, c'est de former la conscience. Ce n'est pas par des lois.
si je suis en train de craindre de faire le mal, tout simplement parce que la loi va me sanctionner, ça ne va pas. Il faudrait que ma conscience soit formée. Et puis des deux, je crois qu'on ne peut pas parler de ce projet sans comprendre l'essence de la nationalité congolaise. Beaucoup parlent de la nationalité congolaise, mais sans comprendre son sens. Il y en a peut-être qui comprennent cette nationalité à leur manière. Mais moi, je crois que la meilleure façon de comprendre la nationalité congolaise, c'est de retourner au texte, d'interroger les textes. C'est-à-dire le passage de l'article 10 de notre Constitution, qui parle de la nationalité congolaise et surtout du Congolais d'origine. Mais le texte est clair. Le texte nous renvoie vers une référence, vers un monde. Ce monde, c'est quoi? C'est le contexte de l'indépendance. Il y avait des indigènes dans notre territoire. Ils n'étaient pas encore congolais, on les appelait indigènes. Si vous prenez les documents de ce temps-là, on va vous parler des Belges, des indigènes et des étrangers. Oui. Donc, ces indigènes-là, constitués en groupe ethnique, se sont levés. Ils se sont battus, ils ont lutté, ils ont agi pour que le Congo devienne une nation indépendante, pour que nous puissions devenir Congolais. Ce sont des références pour nous. Et ce sont des références dont fait allusion l'article 10 de la Constitution. Ce n'est pas le père et la mère, non. Ce n'est pas le père et la mère. Ce sont ces groupes-là. Donc, vous appartenez à ce groupe. Ça, c'est le premier aspect de l'identité. Et vous vous référez à leur action. Donc, il y a l'appartenance et l'action. Ce sont les deux pôles qui constituent l'identité personnelle. L'appartenance, c'est un sens faible de l'identité. Un sens faible. Il ne suffit pas que je sois membre d'une famille pour que je puisse me faire prévaloir d'un certain nombre de capacités. Non. Il faudrait que je sois actif, que je puisse agir, et c'est sur base de mon action que je vais révéler ma vraie identité. Donc, moi, je considère que lorsque nous exploitons l'article 10, nous nous sommes trop concentrés sur l'appartenance ethnique. Mais nous avons oublié l'action. L'action. Si ces gens n'avaient pas agi, on ne serait pas indépendant. Et c'est sur base de leur action que nous les jugeons comme des héros de l'indépendance. Alors, je considère qu'aujourd'hui, on doit plutôt remettre à la surface, c'est-à-dire mettre en exergue la dimension action. On est Congolais d'origine, non seulement parce qu'on appartient à une ethnie, mais c'est parce qu'on est capable d'agir, capable de travailler dans le sens de faire progresser ce pays ici. Et cette donne-là n'est pas seulement l'apanage d'un Congolais de père et de mère. Il faut une éducation, il faut une instruction, il faut une formation. Donc ce n'est pas seulement par mon sang qu'il faut devenir candidat président, je serai capable d'éviter le pire à mon pays. Non. Mais l'infiltration, c'est quoi? Il n'y a pas que l'infiltration, mais il y a aussi les collabos, qui sont des nationaux, qui collaborent. Les collabos et les infiltrés sont pareils. Donc, il ne faut pas dire que c'est parce qu'on est Congolais de père et de mère qu'automatiquement on a les capacités de bien défendre son pays. Non, c'est un sentiment, ce n'est pas une vérité. Donc, selon vous, cette proposition de Noël Tchani n'a pas sa raison d'être ici en République démocratique du Congo. Il faut comprendre, il faut avancer. Il faut bien comprendre l'essence de la nationalité congolaise. Ce n'est pas seulement une appartenance, mais c'est aussi une capacité d'action. Sans cette capacité-là, on peut beau dire je suis vrai Congolais, je suis Congolais de père et de mère, on ne foutra rien. La preuve, c'est que dans ce pays ici, tous ceux qui sont dans les prisons, tous ceux qui volent des millions,
Ce ne sont pas seulement des étrangers, ce sont aussi des Congolais de père et de mère. Voilà, merci beaucoup Faustin Combé. Je rappelle que vous êtes expert électoral. Avec vous, nous avons parlé de votre proposition de loi amendant l'article 76 de la loi électorale. Oui. Et nous avons également parlé de ce processus de désignation du président de la CENI. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais que dans votre mot de la fin, vous puissiez nous parler du système démocratique en République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous la démocratie en République démocratique du Congo? Est-ce est-elle en marche? Bien. Quand nous parlons de démocratie, nous nous focalisons souvent sur l'élection. On dit que on a fait l'élection, c'est ça la démocratie. Mais l'élection à elle seule ne peut ni instaurer ni faire fonctionner correctement la démocratie. Il faut des valeurs. Nous avons besoin de valeurs pour que ce pays change. Nous avons besoin d'une certaine culture démocratique. Nous avons besoin de l'esprit critique, des opinions libres. Vraiment, c'est dommage de voir que dans ce pays, faire la démocratie, c'est insulter les gens, c'est être intolérant, ce n'est pas voir le bien dans l'autre. Non, nous sommes tous frères, comme le pape François l'a dit. Je suis chrétien, je suis catholique. Dans son exhortation, tous frères, nous sommes tous frères, nous sommes tous congolais. Et bien, travaillons main dans la main sur base de valeurs pour que nous puissions construire ce pays. Parce que plus de 60 ans après, nous sommes en train de marcher en arrière. Merci beaucoup Faustin Combé. Je rappelle que vous étiez mon invité de ce soir. Vous êtes expert électoral. Avec vous, je rappelle, nous avons parlé de votre proposition de loi pour modifier la loi électorale et je pense bien que les députés nationaux en feront leur affaire. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Cette émission est arrivée à la fin. Merci, on se retrouve à la prochaine.